Alors, attention, votre micro, Monsieur Perrin, votre micro est coupé. Pardon, voilà. Merci beaucoup. Je vais vous présenter une, comment dire, une démarche qui est assez intéressante en contraste avec ce que Madame Molinari a présenté, parce qu'on est aussi dans des processus de conception, mais peut-être un processus de conception qui part de la complexité de l'activité. Ce qu'on va essayer de vous soumettre, c'est un critère de conception qui se veut synthétique parce que fortement ancré justement dans la complexité de l'activité. Je rends compte ici d'un travail qui est fait par plusieurs personnes, à la fois comme formatrices et formateurs, donc directement concernés par le dispositif, comme accompagnants ou accompagnatrices d'autres formatrices et formateurs, de développeurs, puisque vous allez voir qu'il y a un aspect de développement, et de recherche, puisque deux thèses sont liées à ce projet. Lors de la conférence de tout à l'heure, il a été mentionné que les étudiants aujourd'hui s'interrogent sur la manière d'être présents et présents peut-être à distance. Eh bien, c'est une question qui est centrale pour nous dans le dispositif, comme vous allez le voir. Alors, en bref, un peu les éléments du débat qu'on souhaite vous poser, c'est que nous travaillons ici dans un dispositif complexe, c'est-à-dire à la fois une salle flexible et en même temps une salle qui permet des interventions comodales, c'est-à-dire à la fois en présence, à distance synchrone et distance asynchrone. Et ce genre de situation, de notre point de vue, peut être pensé en termes de conception en continu, et à la fois certes de la salle, mais surtout de l'activité des formateurs et des formatrices. Et donc, on va adopter pour cela une approche ergonomique. Et vous allez voir que notre propos va être en fait d'interroger le concept d'ouverture-fermeture en proposant le critère de conception de degré de liberté, avec peut-être cette question qu'on vous adresse, est-ce que pour vous, ça vous paraît un concept, un critère de conception synthétique pertinent, cohérent, et puis en termes pragmatiques qui favorise des processus d'appropriation du dispositif. Alors, toute l'histoire de cette approche centrée sur un critère de conception qu'est le degré de liberté commence il y a 5 ans à peu près dans des situations d'interactivité en auditoire. On peut avoir des clickers, mais les clickers aboutissent souvent à des activités de faible niveau cognitif. Souvent, les étudiants cliquent un peu au hasard et puis voilà, c'est fait. Ou alors de proposer des questions ouvertes, mais alors quand vous avez 450 étudiants face à vous, autant dire qu'en tant que formateur, vous êtes sous l'eau. Et donc, l'idée, c'était de dire, mais comment est-ce qu'on peut tenir un peu les deux, c'est-à-dire une tâche de haut niveau cognitif et en même temps quelque chose qui est gérable. Et ça aboutit au développement de cet outil qui consiste à proposer à des étudiants de surligner ici simplement ce qu'ils n'ont pas compris sur un PowerPoint et d'afficher sous forme de heatmap l'ensemble de ce qui a été souligné. Et en réduisant les possibles, c'est-à-dire ici, c'est du oui-non, c'est souligné, pas souligné, mais dans un champ thématique important, c'est tout ce qui figure sur le diapositive, eh bien, on arrive à gérer cette ouverture-fermeture. Dans le cas présent, eh bien, il s'agit de transposer ceci dans le cadre d'une salle qui, comme je vous le disais, est à la fois flexible et permettant le travail en commodal. Vous avez en haut une partie de la salle donc équipée d'un mobilier flexible qui permet de transformer très rapidement les formats pédagogiques, avec 4 tableaux blancs interactifs pour les étudiants qui permet à la fois de travailler en ayant un espace de travail commun, et puis en même temps de travailler à distance, permettant aussi de travailler entre les groupes. Donc en bas, si je synthétise, un mobilier flexible, le numérique qui permet, notamment au travers de Zoom, de travailler à distance, mais le tableau numérique qui permet d'interagir, qui permet de focaliser l'attention, etc. Et différentes modalités de commodal
Là, je synthétise un tout petit peu, mais on a travaillé avec des fois où ce sont des étudiants en présence qui font le lien avec des étudiants à distance, parfois où on travaille avec des breaking rooms ou autres. Donc, tout un tas de dispositifs possibles. Avec parfois des questions telles que celle-ci, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on rend compte de ce sur quoi pointe le formateur, etc. Ce n'est pas si simple. Donc, essayer d'introduire des caméras pour rendre compte et reconstituer l'expérience de la manière la plus immersive possible pour les étudiants qui sont à distance. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on essaye de transposer ces critères de degré de liberté. Comment est-ce qu'ils nous aident à penser toute cette complexité? Alors, si j'essaye de synthétiser verticalement, on a finalement les finalités. On a, comme je vous le disais, un dispositif qui veut favoriser la flexibilité et le commodal. Et horizontalement, on a deux objets d'étude que sont d'une part les interactions, mais avec le rôle qu'occupe le numérique par rapport à cela. Et du coup, avec un certain nombre d'outils conceptuels qui vont nous permettre d'essayer de comprendre cela dans une perspective, une fois encore, ergonomique ou d'analyse de l'activité, c'est-à-dire les formats pédagogiques instrumentés, comment est-ce qu'on peut penser véritablement ça comme un format pédagogique instrumenté, les travaux de Luc Trouche sur l'orchestration instrumentale, les questions autour de l'étayage, mais que l'on reproblématise en termes d'affordance, c'est-à-dire dans quelle mesure les étudiants et les formateurs sont capables de se saisir d'un certain nombre d'éléments qui sont de nature à réduire la dispersion de ce qui se passe dans cet espace. Et donc, d'essayer d'imaginer tout ça en termes d'espace d'action encouragé, c'est-à-dire une exploration de possibles, mais dans un environnement relativement délimité, que l'on essaye justement de délimiter par des critères, par des degrés de liberté. Et comme je vous le disais, des enjeux en termes de niveau taxonomique, mais en même temps de viabilité des configurations d'activité collective. Alors, on s'appuie sur deux questionnements théoriques. D'une part, à gauche, le fait que ces formats pédagogiques s'inscrivent eux-mêmes dans une forme scolaire au sens de Vincent, c'est-à-dire des habitudes de travail au sein et de formation au sein des institutions. Ici, peut-être une forme un peu particulière, non pas tant pour des questions technologiques, mais parce qu'on est sur une formation professionnelle en alternance et donc potentiellement ça impacte la forme. Et puis des éléments extrêmement locaux de configuration d'activité collective, c'est en fait le fait que simplement les choses vont tenir. Est-ce qu'on est enfin, une configuration d'activité collective, j'aime à dire, c'est comme une mêlée de rugby. Tant que les gens poussent dans le même sens, ça tient. Mais dès que les engagements sont dispersés, eh bien, ça s'écroule. Donc, on a à la fois des choses très macro, les formes qui sont des moyens pour se repérer, pour comprendre ce qu'on fait ensemble, des choses très micro qui sont des éléments très locaux qui font que ça tient ou que ça ne tient pas, et essayer de penser ces formats pédagogiques, sachant qu'on va s'appuyer ou être en tout cas en lien avec des éléments d'institutionnel, de règlement. On ne peut pas faire n'importe quoi, que peut-être des éléments d'ingénierie vont impacter ce dispositif et bien entendu les artefacts, etc. sur le travail réel. Et puis, autour de ces degrés de liberté, on a cette question plus générale d'ouverture-fermeture, mais on est un peu allé chercher dans la littérature pour réaliser qu'on était finalement à la croisée de plusieurs cadres théoriques. Celui de Brill qui pose fondamentalement la question de l'étayage et des différents paramètres de cet étayage. Brousseau avec la notion de variable didactique pour contraindre une construction cognitive. Jézégou, qui sont peut-être les travaux qui sont le plus connus dans la communauté qui nous permet qui se réunit à travers de ce colloque, à savoir les questions d'ouverture, mais qu'elle pose du point de vue de l'apprenant. Et puis Dillenbourg, qui lui pose ces questions essentiellement sous l'angle des patterns de confrontation, c'est-à-dire dans quelle mesure
l'interaction entre les apprenants est susceptible d'orienter vers un travail cognitif particulier. Alors, à partir de là, j'essaie de vous rendre compte d'un processus d'appropriation de cette salle. Cette salle est en cours de mise en œuvre. Hein. Normalement, tout aurait dû être prêt dans un monde idéal cet été. Pour le moment, tout n'est pas prêt. Un cours a néanmoins lieu dans cette salle par choix, parce que cela permet d'identifier en fait les contraintes qui sont celles de cette salle et qui permet peut-être de mieux comprendre ce qui se passe. Donc, un cours, des débriefings réguliers par rapport à ce cours, un cours qui d'ailleurs, pour que vous en ayez une petite idée, se déroule globalement en classe inversée, et donc les aspects théoriques en amont, puis lors du cours, une scénarisation assez classique, un temps de questions, un travail pratique et une synthèse. Ce qui n'est pas si simple quand on a à la fois des gens en présentiel à distance synchrone et à distance asynchrone. Si je m'appuie sur les textes de Brian Beatty, dans un idéal, il s'agirait de proposer des tâches de même nature pour des étudiants qui sont parfois en synchrone et asynchrone. Et ce que je vais essayer de rendre compte ici, c'est comment ont évolué un peu nos préoccupations, nos manières de s'engager dans cette histoire. Eh bien, d'abord, une séance de test tout à gauche. Là, on est sur des questions techniques. On essaye d'un petit peu regarder ce qui se passe, comment est-ce que ça influence les interactions pédagogiques. Puis après, une première séance de cours. Et puis, très vite, des questionnements en termes de contexte partagé. Comment est-ce que je peux m'assurer, il y a des étudiants à distance, qu'ils sont véritablement présents? Comment est-ce qu'on peut avoir un retour d'expérience des gens à distance pour, on l'a vu encore tout à l'heure dans la conférence, qui voit quoi, c'est pas si simple, etc. Puis, séance 2, ce sont des éléments, alors plus de tâches sur ce moment de travail pratique. Comment est-ce qu'on va pouvoir tirer parti du fait qu'on a des groupes différents et qui, du coup, peuvent matérialiser des postures intellectuelles, etc. Et donc, comment véritablement tirer parti de la flexibilité de cette salle, comment construire des contrastes. On est là très proche de ce que je disais de l'approche de Dylan. Séance 3, petit à petit, l'appropriation se fait. L'accent peut être mis peut-être sur des activités de synthèse, mais en même temps, comment faire une synthèse qui permet aussi à des étudiants qui sont en asynchrone de pouvoir pas simplement être passifs, mais s'intégrer là-dedans, et se développe certains formats pédagogiques où, en tant que formateur, je passe avec un micro dans les différents groupes et on donne des tâches spécifiques pour des personnes qui seraient en asynchrone. Et puis une séquence 4, où on est en 4 ateliers, donc un dispositif assez complexe. Pour les personnes qui sont suisses, ça va évoquer une situation. Pour les personnes de l'étranger, je la raconte en 2 mots. Nos chemins de fer fédéraux sont face à une difficulté technique. La voie est interrompue entre Lausanne et Genève, ce qui va générer des très grandes difficultés de déplacement en Suisse. Cette séance aurait dû être essentiellement en présentiel. Elle se retrouve du coup avec plusieurs étudiants en présence, mais beaucoup à distance selon des modalités différentes. Et à nouveau, du coup, d'essayer d'organiser cela en termes qui plus est de situation de co-animation, c'est-à-dire que les formatrices et les formateurs qui sont en renfort n'ont pas forcément l'habitude ni de cette salle, ni de nos manières de travailler. Et si j'essaye de synthétiser, et c'est la dernière ligne, un peu quelles ont été les réflexions dans l'action en termes d'ouverture, fermeture ou de degré de liberté. Dans un premier temps, au-delà des aspects techniques, plutôt sur des questions de contexte partagé, de réflexion sur les tâches pour les groupes, puis progressivement de voir ce qui peut être fait en plus en termes d'étayage à la fois pour les groupes qui sont présents, mais en même temps pour les groupes qui sont à distance. Et du coup, de tout cela, on essaye d'un peu poser une modélisation
à l'heure actuelle, on voit que ce qui est central, c'est cette idée d'espace d'action encouragé, comment on peut favoriser cette ouverture-fermeture dans un contexte qui est à la fois technique, didactique, spatial, temporel. Et du coup, avec 4 éléments qui nous paraissent organiser cela, ce sont les ellipses. D'une part, ces questions de temporalité, c'est pas simple d'avoir des groupes en asynchrone. Quand est-ce que l'effet du travail des groupes asynchrones aura une incidence sur le synchrone, sur des aspects d'organisation des interactions, d'étayage et de nature de la tâche. Du coup, si on essaye d'aller vers une définition de ce que c'est qu'un degré de liberté pour nous, eh bien, c'est une approche centrée sur la viabilité, qui essaye de jouer sur les convergences et divergences, à la fois en termes de temporalité, de tâches, qui sont aussi bien de formation que de technique, d'aspects techniques, et des compromis au sens ergonomique viables qui peuvent en découler, de nombre et de diversité de tâches, parce que ça aussi, ça va générer des éléments à prendre en compte, d'étayage, et tout ceci repensé en termes d'affordance, parce que dans quelle mesure les acteurs peuvent se saisir d'éléments qui sont de nature à plutôt les faire converger plutôt que diverger. La flexibilité de la salle étant un des aspects, le fait qu'on soit sur des TBI, c'est-à-dire comme lieu d'inscription également. Donc, si on essaye par rapport à la littérature que j'ai évoquée tout à l'heure sur ouverture-fermeture, ben, les degrés de liberté, c'est vraiment quelque chose de très synthétique, au sens où on est à la fois sur des dimensions individuelles, mais aussi des dimensions collectives. On touche à des questions de longitudinal, ce que tous les auteurs mentionnés précédemment ne font pas. On est à la fois dans des logiques d'auto et d'hétérorégulation, d'où cette idée d'avoir un objet en termes d'anticipation de ce qui peut constituer une affordance. Alors, et je terminerai par là, ben voilà un peu une modélisation qu'on peut essayer d'imaginer, hein, c'est de trouver autour d'un diagramme en radar ces différentes variables dont on peut essayer d'imaginer dans quelle mesure elles sont de nature, au contraire, à faire diverger l'activité ou au contraire à la faire converger. Une fois encore, il y a des aspects qui sont liés à de la technique, on ne peut pas le négliger, et quel est l'état du système, notamment à l'heure actuelle, des tâches liées à l'enseignement, leur nombre, leur complexité, des tâches liées à l'apprenant, à nouveau, leur nombre, leur complexité, des questions d'échelle et notamment le nombre d'apprenants qui peut faire beaucoup exploser le nombre de possibles, ces questions de temporalité et de flux avec des engorgements de tâches, par exemple à corriger du point de vue du formateur, enfin corriger, réguler ou autre, des questions de commodalité et notamment toute la question des déictiques, comment est-ce qu'on peut focaliser l'attention avec des gens à distance, de commodalité en termes aussi d'alignement, au sens d'avoir des tâches qui vont travailler les mêmes objectifs d'apprentissage et tous les enjeux de la matérialisation, une fois encore, à la fois comme flexibilité et comme situation d'inscription. La proposition donc, que l'on fait, c'est de se dire ce critère synthétique de conception, les degrés de liberté, permet une anticipation et, dans le cas présent, une ouverture progressive ou une ouverture maîtrisée. Et c'est en cela que pour nous, c'est intéressant aussi comme critère de conception, mais aussi d'accompagnement, parce que ça permet de travailler avec des personnes qui prennent en main un tel dispositif en essayant de réfléchir à qu'est-ce qui est de nature à faire diverger l'activité, une fois encore, individuelle et collective, et à la faire au contraire converger. Donc voilà, la question du débat, j'y reviens. Est-ce que ce critère de conception centré sur les degrés de liberté est pertinent, notamment par rapport à cette idée de conception synthétique? C'est une tentative de réduire la complexité de la situation. Mais en même temps, c'est une synthèse qu'on a voulu pas simplement bricoler, mais essayer de comprendre la cohérence théorique qu'on peut y donner, et puis pragmatique,
parce que facilitant l'appropriation, une fois encore, du dispositif. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vois quelques applaudissements.